La pauvre paysanne, perdue après que sa voiture soit tombée en panne d'essence, frappa à la porte d'un inconnu pour demander refuge, sans imaginer qu'il était... Le ciel de Bourgogne s'était assombri d'un gris épais quand Élise Moreau quitta le marché du village. Les dernières pommes, un sac de farine, quelques œufs et un pot de confiture maison reposaient sur le siège passager de sa vieille voiture. La route qu'elle connaissait par cœur serpentait entre les champs encore humides de la pluie de la veille. Mais ce jour-là, quelque chose pesait dans l'air. Un silence inhabituel, une tension que même le chant des corbeaux perchés sur les fils électriques ne parvenait pas à rompre. La voiture toussa une première fois. Élise serra le volant. Ce n'était pas la première alerte que le moteur lui donnait ces dernières semaines. Mais cette fois, le hoquet fut suivi d'un second, puis d'un long râle étouffé. Finalement, un calme sinistre s'installa sous le capot. Elle tourna la clé à plusieurs reprises. Rien. Le moteur avait rendu l'âme. Elle soupira, regarda le ciel qui s'assombrissait davantage, puis ouvrit la portière. Le vent frais de l'après-midi balayait déjà les herbes hautes du bas-côté. Elle sortit, referma la portière avec douceur et observa la route autour d'elle. Pas une voiture, pas une maison visible. Juste cette longue bande d'asphalte solitaire entre les collines et les bois. Elle sortit son téléphone, aucun signal. Évidemment, les zones mortes étaient nombreuses ici et elle le savait bien. Mais cela ne rendait pas la situation moins désespérante. Une goutte tomba sur sa joue, puis une autre. En moins d'une minute, la pluie se mit à tomber en rideaux. Élise rabattit le col de sa veste, attrapa son sac en toile et se mit à marcher dans la direction opposée d'où elle venait, là où il lui semblait avoir aperçu de loin un chemin secondaire s'enfonçant dans les arbres. Le bruit de ses pas sur le gravier mouillé, combiné au martèlement régulier de la pluie sur les feuilles, donnait à la scène une allure de film figé. L'eau s'infiltrait lentement sous ses vêtements, refroidissant sa peau. Elle marchait vite, presque sans penser, concentrée uniquement sur l'idée de trouver un abri. Ses chaussures de toile imbibées d'eau faisaient un bruit mou à chaque pas. Après une vingtaine de minutes à marcher dans ce silence brisé par la pluie, elle vit une forme sombre apparaître entre les arbres. Une maison, isolée, simple, à un étage, avec un toit de tuiles foncées et une cheminée d'où s'échappait un mince filet de fumée. Un vieux portail en fer rouillé par le temps grinça lorsqu'elle le poussa. Le jardin était bien entretenu malgré l'isolement évident. Un petit banc en bois, des géraniums fatigués dans des pots en terre cuite et une hache plantée dans une souche à moitié fendue. Des détails anodins qui semblaient pourtant chargés d'un étrange soin. Elle monta les 3 marches du perron, le cœur battant. Une légère hésitation la traversa, mais le froid dans ses os l'emporta sur toute prudence. Elle leva la main et frappa à la porte. Une fois, puis une seconde, un peu plus fort. Le bois était lourd, massif. Elle attendit. Rien. Elle frappa encore. La pluie ruisselait le long de ses cheveux, trempait le col de sa chemise. Elle allait faire demi-tour quand un cliquetis se fit entendre à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement presque trop parfait. Un homme apparut dans l'embrasure. Grand, silhouette droite, un regard profond, mais sans agressivité. Il portait un manteau gris foncé, et ses cheveux noirs, légèrement ondulés, encadraient un visage calme, presque impassible. Il la fixa un instant sans parler, comme s'il la scrutait au-delà de ses vêtements trempés, au-delà de sa fatigue. Puis, d'une voix basse mais distincte, il dit simplement « Entrez, vous allez attraper froid ». Élise hésita encore une fraction de seconde, mais quelque chose dans son regard, ni accueil, ni menace, mais une neutralité étrange, la poussa à obéir. Elle entra. La chaleur de l'intérieur la frappa immédiatement, contrastant violemment avec la pluie battante dehors. L'homme referma la porte derrière elle. Pas un mot de plus, pas de sourire, pas de présentation, seulement un silence lourd, suspendu, presque solennel, comme si cette porte, une fois fermée, venait de sceller bien plus qu'un simple refuge contre la pluie. L'intérieur de la maison contrastait avec sa façade modeste. Un parquet ancien mais impeccablement entretenu couvrait le sol, dégageant une odeur discrète de bois ciré. Les murs, peints dans des tons neutres, étaient ponctués de cadres aux images sobres. Paysages brumeux, portraits discrets, aucun signe ostentatoire. Tout paraissait ordonné, chaque objet à sa place, comme si quelqu'un vivait là en silence depuis longtemps, sans rien vouloir changer, mais sans laisser la poussière s'accumuler non plus. Élise frissonna, non pas de peur, mais d'une étrange impression de retenue.
comme si le lieu lui-même lui demandait de ne pas faire trop de bruit. L'homme lui tendit une serviette propre sans un mot, puis, d'un geste, l'invita à suivre le couloir. Elle obéit, encore trempée, encore incertaine. La pièce où il la fit entrer était un salon aux meubles simples mais de bonne facture. Un fauteuil de cuir brun trônait près d'un poêle à bois allumé, dont la chaleur douce réchauffait lentement l'atmosphère. Une petite table ronde était dressée avec 2 tasses en porcelaine blanche et une théière fumante. L'odeur de thé noir légèrement épicé flottait dans l'air, mêlée à celle du feu de bois. « Asseyez-vous », dit-il enfin d'une voix posée, légèrement rauque. Il s'assit en face d'elle, remplissant les tasses sans poser de questions. Élise le remercia d'un murmure et serra ses doigts autour de la porcelaine chaude, appréciant le contraste avec ses paumes encore glacées. Le thé était fort, mais réconfortant. Elle sentit ses épaules se détendre lentement, même si elle restait en alerte. L'homme semblait absorbé dans ses pensées. Il l'observait sans insistance, comme s'il tentait de comprendre quelque chose sans vouloir la brusquer. « Vous êtes tombé en panne ?» demanda-t-il après un silence prolongé. « Mon réservoir était presque vide, et je n'ai pas vérifié avant de partir du marché. J'ai essayé de faire demi-tour, mais le moteur s'est arrêté. Ce genre de choses arrive, » répondit-il calmement. « Vous avez bien fait de venir jusqu'ici. Il n'y a rien d'autre avant plusieurs kilomètres. » Elle hocha la tête. Le silence revint, mais pas oppressant. Juste étrange. Elle regardait autour d'elle, cherchant les signes d'une vie normale. Tout était si propre, si soigneusement ordonné. Pas une trace de désordre, pas un vêtement qui traîne, pas de vaisselle sale. L'homme ne paraissait ni pressé ni dérangé par sa présence, mais tout en lui respirait une sorte de contrôle discret, comme si chaque geste avait été pensé, chaque mot pesé avant d'être prononcé. « Je suis désolée de vous déranger, » dit-elle, mal à l'aise avec ce calme presque solennel. « Ce n'est pas un dérangement. La pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Vous pouvez rester ici le temps qu'il faut. » Elle le regarda plus attentivement. Il paraissait dans la quarantaine, la barbe de quelques jours soigneusement taillée, les traits fins, presque aristocratiques, mais sans prétention. Ses vêtements étaient simples, un pantalon foncé, une chemise boutonnée jusqu'au col, et ce manteau gris qu'il avait ôté pour le poser avec soin sur le dossier d'une chaise. Un homme qui faisait tout avec minutie. « Je m'appelle Élise Moreau. » Il marqua une pause, comme s'il évaluait la pertinence de répondre, puis déclara « Julien Delacroix ». Elle répéta mentalement ce nom. Il ne sonnait pas inconnu, mais en milieu rural, les patronymes se répètent, se confondent. Et puis, elle avait la tête ailleurs. Julien se leva soudain, non pas brusquement, mais avec une fluidité discrète. Il jeta un œil par la fenêtre. « Je vais jeter un coup d'œil à votre voiture. Si ce n'est qu'une panne sèche, je pourrais peut-être vous ramener du carburant demain matin. » Élise hocha la tête, surprise par sa proposition. « Ce n'est pas nécessaire, vraiment. J'attendrai que la pluie cesse, je pourrai. Il fait presque nuit. Il n'y a pas de réseau et cette route est peu fréquentée. Restez ici ce soir. Je vous montrerai une chambre d'amis. Nous verrons demain. » Elle n'osa pas insister. L'évidence était là. Et malgré l'étrangeté du lieu, rien en lui ne paraissait menaçant. Il parlait peu, mais avec une politesse ancienne, presque désuète. Un homme de solitude, sans doute. Un homme habitué à vivre loin du tumulte. Lorsqu'il quitta la pièce, elle en profita pour observer un peu mieux ce qui l'entourait. Les rideaux en lin brut étaient parfaitement repassés. Les livres sur les étagères étaient rangés par hauteur, certains visiblement anciens. Une horloge murale battait lentement la mesure, rappelant le passage du temps dans cette maison immobile. Sur une console, une lampe diffusait une lumière chaude. Aucun signe de vie moderne. Ni télévision, ni ordinateur. Cela lui semblait presque hors du temps. Julien revint un quart d'heure plus tard, trempé, les cheveux plaqués sur le front. Il retira ses chaussures dans l'entrée, puis passa la main dans ses cheveux pour en ôter l'eau. « Je n'ai rien pu faire ce soir. Il fait trop sombre. Je vous aiderai demain. » Il disparut à nouveau, puis revint avec une couverture qu'il lui tendit. « Suivez-moi, dit-il simplement. » Elle le suivit à l'étage, où il lui montra une petite chambre au mobilier ancien, un lit en bois massif, une commode, une fenêtre donnant sur les bois. Sur la table de chevet, une bougie et une boîte d'allumettes. Il alluma la lampe à pétrole posée dans un coin, puis s'arrêta sur le pas de la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste en face. »« Merci, vraiment, souffla-t-elle. Il hocha la tête et referma doucement la porte.
Le silence revint, à peine troublé par la pluie qui tambourinait sur les vitres. Élise s'assit sur le lit, écoutant les sons de la maison. Pas de musique, pas de voix. Un craquement discret dans le bois du plafond, le souffle régulier du vent entre les arbres. Tout semblait irréel, comme si cette maison flottait dans un autre monde. Mais il n'y avait rien d'inquiétant. Juste. Cette impression persistante que chaque détail ici avait été pensé, mesuré, équilibré. Elle se glissa sous les couvertures, encore troublée par l'homme au manteau gris. Qui vivait ainsi, seul, dans une maison aussi discrète qu'élégante? Qui offrait le gîte à une étrangère sans poser de questions? Et pourquoi tout en lui, ses gestes, sa voix, sa maison, semblaient-ils si orchestrés? Elle ferma les yeux sans répondre à ces questions. Le sommeil mit du temps à venir. Mais il finit par l'emporter, dans ce silence si parfait qu'il en devenait presque oppressant. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une brume légère qui flottait au-dessus des champs. Élise se leva lentement, les muscles encore lourds d'une nuit interrompue par des réveils successifs. Le silence de la maison lui semblait encore plus épais à cette heure. Elle passa un gilet qu'elle trouva plié au pied du lit, sûrement déposé par Julien, et ouvrit la porte de la chambre. Le couloir était vide. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, discrète mais accueillante. Elle descendit les escaliers, suivant l'arôme jusqu'à la cuisine. Julien était là, déjà vêtu et concentré sur la cafetière italienne posée sur le feu. Il leva les yeux en l'apercevant et hocha la tête avec un calme coutumier. « Bien dormi ?»« Aussi bien que possible », répondit-elle en s'asseyant à la table. Il servit 2 tasses sans un mot de plus. Le café était fort, sans sucre, mais étrangement agréable. Aucune autre parole ne fut échangée. Il semblait respecter ses silences autant qu'elle appréciait ne pas être interrogée au réveil. Après quelques gorgées, Élise jeta un coup d'œil autour de la cuisine. Elle était simple à première vue, mais un œil attentif aurait remarqué les détails. Les couteaux japonais, les casseroles en cuivre parfaitement entretenues, les planches à découper en bois massif, huilées avec soin, tout respirait la précision, la qualité. Pas de luxe ostentatoire, mais une sélection minutieuse d'objets faits pour durer. Julien finit son café, déposa la tasse dans l'évier et déclara « Je vais au village chercher de l'essence. Je reviendrai dans 1 heure. Vous pouvez vous promener dans la maison si vous le souhaitez. » Il la laissa là, debout au milieu de la cuisine, perplexe face à cette liberté inhabituelle. 1 heure seule dans la maison d'un inconnu. Mais rien dans son attitude ne suggérait qu'il avait quelque chose à cacher. Il n'y avait ni clé retirée, ni pièce verrouillée. Seulement un retrait volontaire, comme s'il voulait qu'elle voie ce qu'elle voulait voir. Elle monta à l'étage, longea le couloir, passa devant sa propre chambre et ouvrit la première porte entrebâillée. C'était une pièce baignée de lumière naturelle, avec de grandes fenêtres donnant sur les bois. Une bibliothèque. Les murs étaient entièrement recouverts d'étagères en bois sombre, remplis de livres aux reliures anciennes, parfois marqués par le temps, parfois flambant neuves. Un fauteuil en cuir, usé par les lectures répétées, trônait dans un coin accompagné d'une lampe à pied au style industriel. Sur la table basse, un carnet de notes aux pages couvertes d'une écriture fine et régulière et un stylo plume d'un noir mat. Elle parcourut les étagères du regard. Des romans classiques en français, anglais, italien, des essais sur l'histoire, la philosophie, les sciences naturelles, des recueils de poésie, mais aussi des ouvrages plus rares, des éditions originales, parfois signées. Elle en sortit un au hasard, une édition du 19e siècle d'un recueil de Baudelaire, dont les pages semblaient presque jamais tournées. Elle le replaça soigneusement. Le contraste entre cette richesse intellectuelle et l'austérité apparente de Julien l'intriguait de plus en plus. Quel homme vivait ainsi, replié sur soi, mais entouré de savoir? Qui dépensait une fortune en objets discrets, raffinés, tout en évitant toute apparence de luxe extérieur? Ce n'était pas le refuge d'un simple solitaire. C'était la maison de quelqu'un qui avait fait un choix précis de s'éloigner sans renoncer à ce qui le définissait. Au fond de la bibliothèque, un tableau attira son attention. Ce n'était pas une peinture spectaculaire, mais sa sobriété la rendait marquante. Une scène rurale, probablement de la région, peinte dans des tons bruns et verts, avec une lumière douce qui semblait sortir de la toile elle-même. Elle s'en approcha, puis remarqua une signature discrète dans le coin inférieur. Un nom connu, un peintre français du début du XXe siècle.
Ce n'était pas un tableau qu'on trouvait chez un passionné lambda. C'était une pièce authentique, précieuse. Elle regarda autour d'elle, son esprit toujours en mouvement. Rien ici n'était laissé au hasard. Les rideaux, les tapis, les objets décoratifs, tout était de bon goût, sans ostentation, mais chaque pièce avait sa valeur, pas forcément monétaire, mais symbolique. Et ce genre de collection ne se constituait pas par hasard. En quittant la bibliothèque, elle remarqua un escalier étroit menant à une petite mezzanine. Curieuse, elle monta prudemment. Là, sous les poutres en bois apparentes, une pièce plus intime, peut-être un ancien grenier aménagé. Un bureau, plusieurs carnets ouverts, des coupures de journaux classés dans des dossiers. Elle ne les ouvrit pas. Une forme de respect inconscient l'en empêchait. Ce n'était pas de la peur, mais une retenue devant quelque chose de plus vaste, de plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. En redescendant, elle passa devant une autre pièce dont la porte était entr'ouverte. Un atelier, semblait-il. Des outils, des pièces de bois, des croquis accrochés au mur. Julien travaillait donc de ses mains, ou l'avait fait. Tout cela ne cadrait pas avec l'image d'un homme ordinaire. Lorsqu'il revint, 1 heure plus tard, il la trouva dans le salon, assise, un livre ouvert sur ses genoux. Elle releva les yeux sans chercher à cacher sa curiosité. « Votre bibliothèque est impressionnante. Vous aimez lire ?» demanda-t-il simplement. « Autant que le temps me le permet, » répondit-elle. « Mais je n'ai jamais vu une telle collection. Certaines éditions sont rares. » Il acquiesça sans fierté, comme si cela allait de soi. « J'ai eu le temps de les réunir, et l'envie de les conserver. » Elle ne demanda pas d'où venait ce temps, ni cette envie. Elle savait déjà qu'il y avait là une vie que personne ne voyait, une existence construite sur des fondations qu'il ne dévoilait qu'en fragments. Mais ce qu'elle avait vu ce matin-là confirmait ses soupçons. Julien Delacroix n'était pas un homme quelconque. Il ne s'agissait pas seulement d'un solitaire cultivé. Il y avait derrière ses silences et ses gestes mesurés une histoire longue, complexe et sans doute douloureuse. Mais il ne disait rien. Il ne cherchait pas à expliquer, à convaincre. Il vivait ainsi, point, comme si tout cela n'avait pas besoin d'être justifié. Et pourtant, Élise, en parcourant ses pièces, ses livres, ses objets soigneusement choisis, avait l'impression d'avoir touché quelque chose d'essentiel, une vérité encore cachée, mais que Julien ne prenait pas la peine de dissimuler, parce qu'il savait qu'elle finirait tôt ou tard par apparaître. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux de lin, projetant des ombres dorées sur le plancher du salon. Élise, après une journée entière à observer cette maison silencieuse et à tenter de comprendre son hôte taciturne, se retrouvait à nouveau face à lui, cette fois dans la cuisine, où Julien s'affairait à préparer le dîner. Il n'y avait rien d'extravagant dans ses gestes, mais chacun était précis, mesuré, comme s'il avait appris la cuisine non par nécessité, mais par goût. Il lavait les légumes sans précipitation, faisait chauffer l'eau avec exactitude, goûtait la sauce à intervalles réguliers. Une coupe de vin rouge reposait à sa gauche, à peine entamée. Élise, adossée au chambranle de la porte, observait en silence. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il sans lever les yeux de sa planche à découper. Elle obéit, prenant place à la table déjà dressée pour deux. Une nappe propre, 2 assiettes en faïence blanche, des verres à pied fin. Le tout simple, mais d'une élégance discrète. Julien apporta une casserole qu'il posa au centre de la table, puis revint avec une corbeille de pain encore tiède. « Ce n'est pas grand-chose » s'excusa-t-il presque. « Des pâtes fraîches, quelques légumes rôtis. Le pain est fait maison. » Élise, qui n'avait pas mangé depuis le matin, sentit son estomac se réveiller. « C'est parfait, merci. » Ils commencèrent à manger dans un silence ponctué seulement par les bruits des couverts et le crépitement lointain du feu dans le salon. Le plat était étonnamment savoureux, les saveurs équilibrées avec soin. Julien mangeait lentement, les yeux baissés sur son assiette mais sans être distant. Il semblait simplement absorbé par la simplicité du moment. Après quelques bouchées, il leva les yeux vers elle. « Vous vivez seul à la ferme ?» La question posée avec douceur ne portait aucune curiosité déplacée. C'était une ouverture, presque une invitation à parler. « Depuis la mort de mes parents, oui, » répondit-elle. « Mon père est décédé il y a 6 ans. Ma mère l'a suivi 2 ans plus tard. J'ai repris la ferme, ce qu'il en restait du moins. C'est une vieille propriété usée par le temps. Mais j'y tiens. » Julien hocha la tête, comme s'il comprenait sans avoir besoin de poser d'autres questions. « Vous êtes resté alors que beaucoup partent. Parce que je n'avais nulle part où aller, et parce que c'est tout ce que j'ai.
C'est la terre de ma famille, même si elle ne rapporte presque rien. Je cultive un peu, je vends au marché, je fais de la confiture, du fromage quand je peux. C'est une vie simple mais honnête. » Il l'écoutait attentivement, les bras croisés sur la table, sans l'interrompre. Son regard ne la quittait pas, mais il n'était ni pesant ni intrusif. C'était un regard de quelqu'un qui comprend ce que signifie l'attachement, la lutte quotidienne, le poids du passé. Il prit une gorgée de vin, puis reprit. « Et vous ne pensez jamais à partir? À tout vendre? À recommencer ailleurs ?» Élise sourit, mais un peu tristement. « Partir pour aller où? Pour faire quoi? Je ne suis pas faite pour les grandes villes. J'ai besoin d'espace, de silence, même si parfois il est lourd. Et puis, je ne saurais pas comment vivre autrement. Là-bas, je suis utile, même si personne ne le voit. » Julien baissa les yeux. Il semblait réfléchir, non à ce qu'elle venait de dire, mais à ce que cela éveillait en lui. Il resta silencieux un moment, puis se leva pour débarrasser les assiettes. Élise voulut l'aider, mais il lui fit signe de rester assise. Lorsqu'il revint, il posa devant elle une petite assiette avec une tarte aux pommes encore tiède, dont l'odeur réconfortante rappela à Élise les desserts de son enfance. « C'est une recette de ma mère, dit-il simplement. Ce fut la première fois qu'il mentionnait quelqu'un de sa propre famille. Jusqu'ici, il avait été une énigme complète, sans attaches apparentes, sans référence à un passé quelconque. Le nom Delacroix sonnait encore dans l'esprit d'Élise, mais elle n'avait pas osé lui poser de questions à ce sujet. Pourtant, à cet instant, un fil s'était tendu entre eux, subtil mais réel. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-elle enfin. Il hésita puis répondit « Non, je suis arrivé ici il y a 5 ans. Avant cela, ma vie était différente. » Il ne développa pas et elle respecta ce choix. Mais cette phrase suffisait à éveiller 1000 hypothèses. Pourquoi un homme cultivé, manifestement à l'aise financièrement, vivait-il seul, reclus dans une maison si isolée? Pourquoi gardait-il le silence sur ce qu'il avait été ou ce qu'il avait quitté? Ils mangèrent le dessert en silence, mais ce n'était plus le même silence que celui du matin. Quelque chose avait bougé, une forme de reconnaissance mutuelle. Julien se leva à nouveau, fit couler un peu de café, puis s'assit face à elle avec une tasse entre les mains. « Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai connu autrefois, » dit-il soudainement. Elle leva les yeux, curieuse. Une femme forte, qui n'avait pas besoin de grand-chose pour tenir debout. Elle non plus ne se plaignait jamais. Elle faisait ce qu'il fallait. Elle était fatiguée souvent, mais elle tenait, comme vous. Il ne semblait pas triste en disant cela, plutôt pensif, presque admiratif. Élise ne répondit rien, mais un léger frisson la parcourut. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la regarde ainsi, avec cette clarté. « Je ne suis pas aussi forte que vous pensez, » murmura-t-elle. Julien esquissa un sourire discret. C'est souvent ceux qui le sont qui disent cela. Le feu crépitait dans la pièce voisine, et la nuit tombait doucement. La lumière était tamisée, les ombres dansaient sur les murs. Mais rien dans cette scène ne paraissait factice ou romanesque. Il n'y avait que 2 personnes, 2 solitudes qui s'étaient rencontrées par hasard, et qui, pour un instant, trouvaient un peu de répit l'une auprès de l'autre. Julien se leva enfin, ramassa les assiettes, les déposa dans l'évier. Il nettoya sans bruit, puis se tourna vers elle. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Demain, je vous emmènerai chercher de l'essence. Mais il n'y a aucune urgence. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence était doux, presque nécessaire. Lorsqu'elle le regarda, quelque chose en elle s'était déplacé. Elle ne le connaissait pas, mais elle savait déjà que cet homme, discret, réservé, cachait une histoire, et que, sans s'en rendre compte, il venait d'ouvrir la première porte. La nuit s'installa lentement sur la maison, enveloppant les murs d'une obscurité tranquille. La pluie avait cessé depuis plusieurs heures, mais les arbres autour bruissaient encore, comme s'ils avaient conservé une part de l'humidité tombée du ciel. Élise, installée dans sa chambre, tentait de lire un des livres empruntés à la bibliothèque du rez-de-chaussée, mais son esprit était ailleurs. Depuis le dîner, elle ne cessait de repenser à la façon dont Julien l'avait regardée, à ses silences, à ses allusions à une vie antérieure qu'il n'avait pas souhaité nommer. Il y avait en lui un paradoxe déroutant, un équilibre entre la retenue et une humanité presque blessée. Quelqu'un qui avait aimé, peut-être perdu, et qui portait en silence ce que d'autres crient dans le vide. Le livre glissa de ses mains lorsqu'elle entendit un craquement au loin, un son discret.
peut-être une porte. Elle tendit l'oreille. Rien ne suivit. Probablement le bois qui travaille, ou une poutre qui se relâche sous la pression du vent. Pourtant, la sensation persistait. Elle avait besoin d'eau. Une excuse suffisante pour quitter la chambre et étirer ses jambes. Elle prit une veste légère, poussa la porte et descendit lentement l'escalier, guidée par la lumière tamisée du couloir. La maison était plongée dans une pénombre douce. Aucune lumière n'était allumée au rez-de-chaussée, mis à part une lueur faible provenant du salon. Elle se dirigea vers la cuisine, remplit un verre d'eau, puis hésita un instant avant de faire demi-tour. En passant devant le couloir adjacent, elle remarqua une porte légèrement entrebâillée. Jusqu'alors, elle ne l'avait jamais vue ouverte. Elle s'approcha à pas feutrés, attirée non par la curiosité, mais par cette impression que l'espace lui-même l'invitait. L'intérieur était sombre, mais la lune projetait un peu de lumière par une petite fenêtre haute. La pièce semblait être un ancien bureau ou un petit salon privé. Un fauteuil recouvert d'un drap, un chevalet vide dans un coin, des cartons empilés. Rien de très remarquable à première vue, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux vers le mur du fond. Là, accroché presque à hauteur d'homme, se trouvait un grand portrait. Elle s'approcha doucement. La toile représentait Julien, sans aucun doute, mais plus jeune. Son visage y était plus ouvert, les traits moins marqués, le regard encore habité d'un éclat que le temps semblait avoir effacé. À ses côtés, un homme plus âgé, les cheveux blancs, les épaules droites, le visage empreint d'une autorité douce. Ils posaient tous deux devant une bâtisse somptueuse, une immense maison à l'architecture classique, avec de grandes baies vitrées et un jardin à la française. Ce n'était pas un portrait de commande ordinaire. Il y avait dans cette toile une intention, une mémoire précieuse, quelque chose de profondément intime. Élise sentit une tension naître dans son ventre. Ce n'était plus seulement un homme cultivé vivant en retrait, ce n'était plus seulement un solitaire à la vie modeste. Julien appartenait à un monde qu'il avait visiblement quitté, et ce tableau, dissimulé dans une pièce fermée, en était la preuve. Ce n'est pas une pièce ouverte aux visiteurs. La voix glacée venait de l'encadrement de la porte. Élise se retourna brusquement. Julien était là vêtu d'un pantalon sombre et d'un pull en laine, les bras croisés, le visage fermé. Rien de la douceur qu'elle avait vue à table. Ses yeux, habituellement calmes, brillaient d'une dureté inattendue. « Je suis désolée, murmura-t-elle. La porte était entr'ouverte, Vous avez pensé que cela vous donnait le droit d'entrer ?» Il ne criait pas, ne haussait même pas le ton. Mais sa voix était tendue, presque tranchante. Élise baissa les yeux, mal à l'aise. Elle n'avait pas voulu fouiller, elle ne s'était pas sentie poussée par la curiosité malveillante. Mais elle comprenait, à cet instant, qu'elle avait franchi une limite invisible. Julien entra dans la pièce, contourna lentement le fauteuil et s'arrêta devant le portrait. Il le regarda un long moment sans rien dire. « C'est mon père », dit-il enfin, d'un ton beaucoup plus calme. C'était une autre époque. Il leva la main, frôla le cadre du bout des doigts, puis se détourna lentement. « Vous n'avez rien à faire ici. » Elle acquiesça en silence, le cœur lourd. Elle quitta la pièce sans un mot de plus, remonta les escaliers et referma doucement la porte de sa chambre. Son souffle était court, sa gorge serrée. Elle ne savait pas ce qui l'avait le plus troublé, le regard sur le tableau ou celui de Julien lorsqu'il l'avait surprise. Il n'y avait eu ni haine, ni colère explosive. Seulement une douleur ancienne, encore vive, contenue derrière une façade de contrôle. Elle s'assit sur le lit, le regard perdu dans le vide. Le visage du vieil homme sur le tableau lui restait en mémoire. L'expression était paisible, mais marquée par l'autorité. Était-ce cette figure-là qui pesait encore sur Julien, ou la maison derrière eux, symbole d'un passé abandonné? Rien ne collait. Rien n'expliquait encore pourquoi un homme comme lui, manifestement issu d'un milieu aisé, cultivé, entouré de signes discrets de richesse, avait choisi de se retirer ainsi, de tout cacher, de tout effacer, à moins que cela n'ait été nécessaire, non par honte, mais par nécessité vitale. Le silence dans la maison était revenu, lourd, épais, pas un pas, pas un craquement, comme si elle-même retenait son souffle. Élise resta longtemps éveillée, les yeux ouverts vers le plafond. Il y avait tant de questions qu'elle n'osait plus poser. Et pourtant, chaque instant passé dans cette maison en faisait naître de nouvelles. Elle comprenait maintenant que Julien Delacroix n'était pas un homme en fuite. Il n'était pas un simple reclus. C'était quelqu'un qui avait fait le choix de disparaître sans quitter vraiment le monde. Quelqu'un qui portait encore le poids de son nom,
de son histoire, de ce que ce portrait représentait. Elle ne savait pas si elle avait envie de comprendre ou si elle devait simplement accepter. Mais ce qui était certain, c'est qu'elle ne voyait plus Julien comme avant. L'homme au manteau gris n'était qu'une surface. Ce qu'il cachait était plus vaste, plus dense et infiniment plus réel. Le matin suivant s'annonçait plus clair, sans nuages ni brume, mais l'atmosphère dans la maison était épaisse, presque figée. Élise descendit prudemment, les pas hésitants, consciente du malaise laissé par la nuit précédente. La porte de la pièce interdite, celle du tableau, était désormais fermée. Aucun mot n'avait été échangé depuis l'incident. Dans la cuisine, le café était déjà prêt, posé sur la table avec 2 tasses. Julien, de dos, regardait par la fenêtre, figé dans une posture droite, presque rigide. « Bonjour », dit-elle, la voix douce. Il tourna légèrement la tête, répondit par un bref salut et se contenta d'un signe vers la cafetière. Pas d'explication, pas d'excuse, mais pas non plus de reproche. Un entre-deux où tout était suspendu, comme si ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment revisiter ce qui s'était passé. Élise prit place, servit le café et but lentement, cherchant à deviner à travers les gestes de Julien s'il allait retrouver cette tranquillité qu'il avait montrée auparavant. « Je vais vous accompagner au village, dit-il finalement. Il faut trouver de l'essence et peut-être un mécanicien. Votre voiture doit repartir. » Elle hocha la tête. Cela tombait sous le sens et pourtant l'idée de quitter la maison lui fit éprouver un étrange pincement. Ils quittèrent le domicile à bord d'un vieux break gris. Julien conduisait en silence, concentré sur la route. Il ne portait plus le manteau gris, mais une veste simple, en toile, comme celle d'un homme de la campagne. Et pourtant, rien en lui ne ressemblait aux autres hommes du village. Sa posture, son allure, sa manière de tenir le volant disaient autre chose. Le village apparut au détour d'un virage. Quelques commerces, un petit café, une église au clocher modeste, un endroit sans prétention où tout le monde semblait connaître tout le monde. Le genre de lieu où l'on remarque immédiatement un visage étranger. Ils s'arrêtèrent à la station-service. Julien sortit, remplit un jerrycan avec une aisance qui détonnait avec sa manière sophistiquée de vivre. Pendant qu'il payait, Élise descendit de la voiture pour s'étirer. Le pompiste, un homme d'une 50aine d'années, l'air jovial, s'adressa à elle avec un sourire. « Vous êtes en panne ? Ça arrive souvent par ici, les routes ne sont pas tendres avec les moteurs usés. »« Oui, » répondit-elle, « mon réservoir était vide. Heureusement, j'ai trouvé un peu d'aide. » Julien revint à cet instant tenant le jerrycan à la main. Le pompiste le regarda puis s'arrêta net, les sourcils froncés. « Eh bien, voilà un visage qu'on n'a pas vu depuis longtemps. » Julien s'immobilisa un instant. Son regard ne trahit rien, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « Ça fait un bail, monsieur Delacroix, » continua le pompiste, visiblement satisfait de sa trouvaille. « Vous n'étiez plus dans le coin, hein? Je croyais que vous aviez vendu tout ça. » Julien ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'un petit sourire poli mais distant. « Je me tiens à l'écart, c'est tout. Rien de plus. » Le pompiste hocha la tête, vaguement gêné par le ton. « Bien sûr. Enfin, si jamais vous avez besoin de quelque chose. » Julien le remercia d'un signe de tête, puis se tourna vers Élise. « On y va ?» Ils reprirent la route. Cette fois, le silence dans la voiture était plus pesant. Élise voulait poser des questions, mais s'en abstint. Il n'était pas le moment. Elle avait vu la crispation dans les épaules de Julien, la manière dont il avait évité le regard du pompiste, la tension dans sa voix lorsqu'il avait parlé de rester à l'écart. Ce n'était pas une visite banale pour lui. C'était un retour vers un passé qu'il s'efforçait d'oublier. En arrivant à la maison, il descendit sans dire un mot, ouvrit le garage, prit quelques outils et annonça qu'il allait voir la voiture. Elle voulut l'accompagner, mais il refusa poliment. « Restez ici, ce n'est pas loin, je vous appellerai si j'ai besoin d'aide. » Elle le regarda s'éloigner sur le chemin, jerrycan à la main, silhouette droite et distante. À cet instant, Élise comprit quelque chose de plus profond. Julien ne vivait pas seulement isolé, il se cachait. Non pas comme un fugitif, mais comme un homme qui avait choisi d'échapper à un monde dont il portait encore les marques. Il avait été reconnu, et cela avait suffi pour le faire changer. Il avait souri, certes, mais ce sourire-là n'était pas le sien. C'était un masque, une réponse apprise. Elle passa le reste de l'après-midi à marcher dans le jardin, à observer les petits détails qu'elle n'avait pas encore remarqués. Un vieux banc en pierre recouvert de mousse, un arbre taillé avec soin, un carré de terre visiblement entretenu mais sans culture.
Chaque coin racontait une part de cette vie choisie, minutieuse, contenue. Julien revint en fin de journée, les mains couvertes de graisse, les manches relevées. J'ai mis un peu d'essence. La batterie est faible, mais elle devrait repartir demain. On ira chercher un mécanicien si elle ne tient pas. Il ne dit rien de plus sur ce qui s'était passé au village. Élise respecta ce silence. Elle n'avait pas besoin d'explication. Ce qu'elle avait vu suffisait. Julien était un homme qui traînait derrière lui une identité qu'il avait refusé d'endosser. Il n'était pas simplement Julien. Il était Monsieur Delacroix, un nom qui éveillait des souvenirs, des questions, peut-être même des rumeurs. Et lui, dans cette maison isolée, dans ce quotidien réglé au millimètre, avait trouvé le seul moyen de se préserver. Mais une chose était désormais claire pour Élise. Cet homme qui paraissait si détaché, si méthodique, portait un passé lourd. Un passé que le monde extérieur n'avait pas oublié. Et elle, sans le vouloir, se trouvait désormais au centre de ce secret. Le jour suivant débuta plus tôt que les autres. Élise s'était réveillée avec une agitation inhabituelle, ses pensées tournées vers la veille et la scène au village. La manière dont le pompiste avait reconnu Julien, l'étonnement dans sa voix, l'attitude défensive de son hôte, tout cela occupait son esprit depuis. Elle avait vu dans le regard de Julien quelque chose de plus profond qu'un simple malaise passager. C'était la preuve que son passé était bien plus complexe que ce qu'il avait voulu montrer. Elle descendit les escaliers, traversa le couloir silencieux et trouva la cuisine vide. Mais cette fois, la table n'était pas dressée. Une note manuscrite, courte, l'attendait à côté de la cafetière encore chaude. « Je suis allé voir votre voiture, reposez-vous, je reviendrai d'ici 1 heure. » Elle s'installa seule, buvant son café en silence. L'atmosphère de la maison semblait moins tendue, comme si l'éloignement de Julien lui permettait de respirer à nouveau. Pourtant, son absence mettait en relief quelque chose qu'elle n'avait pas encore osé formuler. L'envie de comprendre ce lien qui se tissait entre eux, lentement, presque à leur insu. Il n'y avait pas de mots échangés sur cela, mais dans les gestes, les silences partagés, les regards, quelque chose s'installait. Quand Julien revint, couvert de poussière et les mains tachées d'huile, il était visiblement de meilleure humeur. Il ouvrit la porte d'entrée, déposa une boîte à outils près de la chaise et dit simplement « Elle est réparée, elle démarre, le réservoir est plein. » Élise le remercia, mais au lieu de répondre par une formule polie, il la fixa un moment puis ajouta « Je vous propose de vous raccompagner à la ferme. J'aimerais voir votre domaine. » Elle resta interdite quelques secondes, surprise par cette proposition. Il n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour sa vie au-delà de leurs échanges à table. Elle hocha lentement la tête. Ils prirent la route un peu plus tard, chacun dans sa voiture, Julien suivant le vieux véhicule d'Élise jusqu'à ce qu'ils atteignent le chemin de terre qui menait à sa propriété. En arrivant, le contraste entre la maison de Julien et celle d'Élise était frappant. Là où l'une était contenue, parfaitement ordonnée, l'autre semblait crier la fatigue des années. La toiture de la grange était abîmée, les clôtures en partie effondrées, les outils éparpillés ici et là. La maison principale, bien que propre, montrait les signes d'un entretien difficile. Julien descendit de voiture, fit quelques pas dans la cour et observa en silence. Il ne dit rien, mais son regard allait de détail en détail, enregistrant chaque élément, comme s'il comprenait d'instinct l'ampleur du travail que cela représentait. « Vous faites tout cela seul ?» demanda-t-il enfin. Élise, un peu embarrassée, répondit avec honnêteté « Autant que possible. J'ai de l'aide de temps en temps pour les travaux les plus lourds, mais cela coûte cher. Alors je fais ce que je peux. » Il ne commenta pas, mais continua sa visite, s'arrêtant devant l'étable, puis observant un ancien tracteur à moitié rouillé, les mains dans les poches. Il s'approcha d'une clôture, examina les fixations. Puis, il revint vers elle, le visage sérieux. « J'aimerais vous proposer quelque chose, dit-il. » Elle le regarda, surprise. « Je peux vous prêter du matériel. J'ai encore des contacts, des gens compétents. Je peux faire venir un mécanicien pour revoir votre tracteur, un menuisier pour les toitures, un spécialiste agricole pour optimiser vos cultures. Sans engagement, sans contrepartie. » Élise resta silencieuse un moment, déstabilisée. L'idée qu'il lui tende la main ainsi, sans rien demander en retour, allait à l'encontre de ce qu'elle avait toujours connu. Dans sa vie, chaque faveur avait un prix. Mais Julien n'avait pas ce ton-là. Il parlait avec calme, sans urgence, et surtout sans arrogance. Comme s'il avait déjà décidé qu'il voulait l'aider, indépendamment de sa réponse.
Pourquoi, finit-elle par demander, pourquoi faire tout cela pour moi? Julien fixa un point invisible, au loin. Parce que je le peux. Et parce que j'ai vu ici quelque chose de rare, quelqu'un qui lutte avec dignité. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration. Et peut-être aussi une façon de rétablir un équilibre. Elle sentit ses joues chauffer. Les mots étaient simples, mais porteurs d'une sincérité désarmante. Elle ne répondit pas tout de suite. Le vent soulevait légèrement les feuilles des arbres au bord du champ. Un silence s'installa entre eux, dense mais paisible. « Je ne suis pas une cause perdue, Julien. Je ne vous ai jamais vu comme tel. J'ai toujours appris à me débrouiller seul, à ne compter que sur moi. Vous pouvez continuer à le faire. Je n'enlèverai rien à cela. Je veux juste alléger un peu ce poids. » Élise détourna le regard. Cette proposition la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais une part d'elle, celle forgée par les années de lutte, résistait à l'idée même d'accepter, comme si cela trahissait ses principes. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. Julien hocha la tête sans insister. Ils restèrent là quelques instants, sans parler, observant le terrain, la maison, les arbres autour. Puis Julien remonta dans sa voiture. « Je reviendrai demain, avec quelques outils. Si vous changez d'avis, dites-le moi, sinon je vous aiderai à ma manière. » Il démarra, fit demi-tour et s'éloigna lentement sur le chemin de terre. Élise le regarda partir, les bras croisés. Quelque chose avait basculé ce jour-là. Ce n'était pas seulement une offre d'aide, c'était une main tendue, un pont entre deux mondes que tout semblait opposer. Et, malgré elle, une partie d'elle voulait le traverser. Le matin était gris, le ciel couvert promettant une bruine persistante. Élise se leva plus tôt que d'habitude, troublée par une inquiétude qu'elle refusait de nommer. Depuis l'offre de Julien, ses pensées allaient et venaient entre la gratitude et la prudence. Était-il vraiment sincère? Quel motif cachait cette générosité soudaine? Elle descendit les escaliers, trouva la maison encore silencieuse et alla s'asseoir dans le salon, regardant par la fenêtre la pluie fine s'abattre sur le jardin. Le tic-tac de l'horloge murale marquait le temps comme s'il pesait double. Elle entendit une voiture s'arrêter à l'extérieur. Un bruit de portière, des pas. Le grondement du moteur se tut. Intriguée, elle se leva et se dirigea vers l'entrée. Avant qu'elle n'atteigne la porte, Julien l'ouvrit déjà de l'intérieur, une expression soucieuse sur le visage. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-il en ouvrant plus largement. « Entrez. » Ils entrèrent ensemble dans le vestibule. Quelques instants après, la porte d'entrée retentit à nouveau. Un homme de bonne allure, au costume sombre neuf, arriva, suivi de près par un jeune assistant au visage pâle et les mains légèrement tremblantes. L'avocat et son assistant, jambes tendues, l'air officiel. L'avocat salua poliment Julien de la main. « Monsieur Delacroix, je vous remercie de m'accueillir. Nous avons des choses à régler. » Julien les fit entrer dans le salon, tandis qu'Élise les suivait à une distance respectueuse. L'avocat s'installa, posa son attaché-case sur une petite table basse, sortit des documents et des dossiers sous des couvertures protectrices. Le jeune assistant resta debout, les yeux baissés, prêt à fournir des photocopies ou des papiers selon les besoins. « Je m'appelle Mefournier, dit l'avocat d'une voix modérée mais ferme. Voici Maître Cavalier, mon assistant. Je suis ici pour vous représenter dans une affaire, du moins pour discuter des conditions dans lesquelles vous souhaitez vous engager ou non. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux, l'air mesuré, studieux. Il examina l'avocat du regard, comme s'il jaugeait ses intentions. Après un moment, il fit signe à l'assistant. « Vous pouvez poser les documents là, contre le mur. Maître, veuillez vous servir. » L'avocat glissa un dossier sur la table. Le cliquetis des attaches retentit dans le silence. Il ouvrit le dossier avec précaution, monta une diapositive d'un document officiel. Élise ne voulait pas regarder, mais ne pouvait détourner les yeux. Elle aperçut le blason d'une grande entreprise, le nom Delacroix Group inscrit sur une lettre timbrée. Son cœur bondit. « Monsieur Delacroix, » dit l'avocat, « nous devons régler votre retour aux affaires. Le conseil d'administration exige des signatures, la succession à officialiser, les actifs immobiliers à gérer. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans l'ombre. Votre position légale est fragile. Vous avez des créanciers, des obligations fiscales, des partenaires qui attendent des décisions. » L'avocat poussa quelques feuilles vers Julien. Celui-ci passa sa main dans ses cheveux, puis lissa lentement les pages. « Je sais tout cela, » répondit-il d'une voix calme. « Je ne l'ai pas oublié. Vous l'avez ignoré trop longtemps, monsieur.
Certains réclament des comptes, des résultats. Le Conseil est prêt à prendre des mesures si vous ne réagissez pas. Nous devons avancer ou des jugements défavorables seront rendus. Julien leva les yeux vers Élise, ses traits durs venant gâter un instant de sa distance habituelle. Il ferma le dossier d'un geste lent. « Merci, maître Fournier. Je vais examiner tout cela. Mais pas maintenant. Je vous indiquerai quand je serai prêt. » L'avocat acquiesça, rassembla ses documents et se leva. Il s'adressa à Julien. « Nous vous donnons un délai de 15 jours. Après cela, nous déposerons les actes nécessaires au tribunal. Je vous recommande de régler cela calmement, pour votre intérêt et pour celui de vos associés. » Julien resta immobile. Puis il déclara doucement « Très bien, vous serez informé de ma décision. » L'avocat hocha la tête, remballa son attaché-case, fit un signe à son assistant et quitta la maison avec réserve, laissant derrière lui une lourdeur nouvelle, presque palpable. Les portes se refermèrent. Le silence retomba. Julien s'appuya contre la porte, regardant la pièce comme s'il ne la reconnaissait plus. Élise resta immobile, les yeux fixés sur la porte. Elle n'osa pas bouger. Elle ne savait pas quelle part de tout ce qui venait de se passer était pour elle, et quelle part ne la concernait pas. Mais le nom de la Croix résonnait désormais partout dans cette maison. Le passé l'avait rattrapée. Julien murmura « Je suis désolé ». Elle ne répondit pas. Il passa une main sur son front, soupira. Puis il se dirigea vers la fenêtre, fixa le jardin sous la pluie qui s'était remise. Après un long silence, il prononça d'une voix rauque « J'ai dû faire beaucoup de choix pour en arriver là. Ne vous mêlez pas de mes affaires. » Elle sentit une douleur lancinante. Elle n'avait jamais voulu se mêler. Elle voulait simplement comprendre. Mais tout ce qui jusque-là s'était fait avec douceur, avec retenue, venait de devenir brutalement concret. Il sortit un chapeau de son manteau, le posa sur la console et se tourna vers elle. « Maintenant, tout va changer. Je ne sais pas encore comment, mais je ne veux pas vous blesser. » Son regard rencontra le sien. Il y avait une détermination nouvelle, un poids dans ses yeux qu'elle reconnaissait désormais. Celui qui vient de celui qui porte une responsabilité et refuse la fuite. Elle resta silencieuse, sentant quelque chose se rompre, quelque chose se solidifier. Le lien entre eux avait franchi un seuil. La maison, ses objets, ses secrets, ses silences, tout venait de se confondre avec ce que Julien était. Déjà, elle ne pourrait plus l'ignorer. Le jour suivant débuta dans un silence tendu. Julien ne parla presque pas au petit déjeuner, se contentant de gestes mécaniques et de réponses brèves. Élise, de son côté, respecta le retrait, bien qu'elle sentît le besoin croissant de comprendre ce qui le tourmentait autant. L'arrivée de l'avocat la veille avait laissé des traces visibles. Julien avait changé. Son regard fuyait plus souvent. Sa posture, d'habitude droite et assurée, semblait désormais chargée d'un poids invisible. Ce n'était pas simplement l'affaire d'une succession ou de responsabilités économiques. C'était un retour contraint à quelque chose qu'il avait voulu fuir à tout prix. En milieu d'après-midi, alors qu'il était parti faire quelques courses au village, Élise se retrouva seule dans la maison. Elle aurait pu aller se promener, s'occuper dans le jardin ou s'installer dans la bibliothèque comme à son habitude. Mais une sensation persistante la poussa à chercher. Non par curiosité malsaine, mais parce qu'elle avait besoin de réponses. Et parce qu'elle savait que Julien ne les lui donnerait peut-être jamais de lui-même. Elle retourna à l'étage, monta jusqu'à la mezzanine, où elle avait aperçu des dossiers, des carnets et des papiers lors de son premier passage. La pièce était toujours aussi bien ordonnée, bien que discrètement habitée par les marques d'un homme qui y avait passé des heures. Les carnets sur le bureau étaient alignés, les stylos soigneusement refermés. Il n'y avait rien de désorganisé. Mais dans le tiroir du bas, elle découvrit une boîte en bois sombre, verrouillée par un simple crochet métallique. Elle l'ouvrit sans forcer. À l'intérieur, des lettres soigneusement rangées dans des enveloppes jaunies par le temps. Certaines étaient ouvertes, d'autres encore scellées. Toutes portaient le même nom à l'expéditeur, Henri Delacroix, son père. Elle reconnut immédiatement le nom, ayant vu le portrait dans la pièce interdite. Une première enveloppe attira son attention. Elle portait la mention personnelle et une date de 5 ans auparavant. Elle hésita, le cœur battant, puis l'ouvrit avec soin. La lettre commençait sans formule. C'était l'écriture d'un homme habitué à être écouté. Le ton était direct, mais non dénué d'émotion. « Julien, je ne peux pas t'obliger à revenir.
Tu as toujours choisi la voie de la solitude, même lorsque tout était ouvert. Mais sache que ce que nous avons construit ne peut pas être effacé par une crise ou une querelle. Le nom de la Croix n'est pas seulement une entreprise, c'est une histoire, une promesse, une dette envers ceux qui nous ont précédés. Tu as refusé de prendre ta place. Tu as fui, pensant que tu pouvais exister sans racines. Tu ne peux pas. Personne ne le peut. Les mots étaient durs mais empreints d'une vérité que seul un père pouvait transmettre. Plus bas, d'autres lignes exprimaient des regrets plus personnels, des allusions à une dispute familiale, à une trahison vécue, à un scandale financier. Julien avait quitté tout cela volontairement, mais sans jamais se défendre publiquement. Elle lut plusieurs autres lettres. Certaines étaient plus amères, d'autres tentaient la réconciliation. Dans l'une d'elles, le père disait avoir engagé un avocat pour nettoyer le nom de son fils, accusé à tort d'avoir participé à des malversations. Julien, innocenté après une enquête discrète, n'avait jamais fait de déclaration, refusant de revenir dans le jeu médiatique ou familial. Il avait simplement disparu, refusant de jouer son rôle d'héritier, de patron, de figure publique. Dans une autre lettre, plus ancienne, Henri évoquait la mère de Julien, morte trop tôt, et l'impact que cela avait eu sur son fils. « Tu t'es fermé au monde ce jour-là », écrivait-il. « Je t'ai vu te construire une armure. Tu n'as jamais su pleurer, mais tu as su t'éloigner. Et maintenant, tu fais de ta solitude une vertu. » Élise referma la boîte avec soin, la remit à sa place. Elle n'éprouvait ni gêne ni remords. Elle savait désormais que ce qu'elle avait perçu chez Julien n'était pas de la froideur ou du détachement. C'était une blessure profonde, une forme de retrait face à un monde dans lequel il ne croyait plus. Et plus que cela, c'était la décision d'un homme qui, après avoir été sali, avait choisi le silence comme seule défense. Lorsqu'il revint, elle était dans le jardin, assise près du banc de pierre. Il s'approcha, les bras chargés de provisions, et s'arrêta en la voyant. Elle leva les yeux, prête à tout lui dire. Mais au lieu de cela, elle resta silencieuse. Ce n'était pas le moment de lui parler des lettres. Pas encore. Ce n'était pas à elle de le forcer à se dévoiler. Elle comprenait désormais que Julien vivait avec une culpabilité qui ne lui appartenait pas, mais qu'il portait comme un choix, presque comme un devoir. « Je vous ai acheté du café, dit-il, comme si de rien n'était. »« Merci, répondit-elle avec un sourire doux. Ils rentrèrent ensemble, préparèrent un repas simple. Ce soir-là, Julien parla davantage, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Il évoqua sa mère, son amour des livres, ses étés passés à la campagne quand il était enfant. Élise l'écoutait, attentive, consciente qu'il déposait devant elle des morceaux de lui-même qu'il n'avait jamais partagés. Ce n'était pas encore une confession, mais c'était une ouverture. Et dans cette ouverture, Élise vit une possibilité. Pas de réparer un homme, mais d'être là simplement. Parce qu'il avait enfin cessé de se cacher. Le ciel de fin d'après-midi prenait des nuances de cuivre et d'ocre, et la lumière douce de septembre traversait les arbres bordant la maison de Julien. Élise se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant le mouvement des feuilles agitées par un vent discret. Depuis la découverte des lettres, rien n'avait été dit à voix haute, mais tout avait changé entre eux. Julien était plus présent, moins replié. Il ne fuyait plus son regard, et s'il continuait à éviter certains sujets, il ne dissimulait plus sa fatigue morale. Élise sentait qu'il approchait d'un seuil, un moment où il faudrait parler, un moment où il ne pourrait plus reculer. Ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Après le dîner, il s'était installé dans le salon, une tisane à la main. Le feu dans le poêle diffusait une chaleur apaisante. Julien regardait les flammes avec une fixité étrange, comme si quelque chose dans leur mouvement l'hypnotisait. Élise, assise en face, attendait qu'il dise ce qu'elle sentait venir depuis des jours. « Je vais à Paris dans 2 jours, dit-il enfin, la voix posée mais lourde. Il y aura une réunion avec les membres du conseil, les avocats, mes frères. Je dois décider ce que je fais des parts de l'entreprise. Si je reprends le contrôle, si je vends tout ou si je reste en retrait pour toujours. » Élise hocha lentement la tête. Ce n'était pas une surprise, mais c'était la première fois qu'il le disait clairement. « C'est le moment alors, murmura-t-elle. Julien tourna lentement les yeux vers elle. « Oui, et j'aimerais que vous veniez avec moi. » La phrase resta suspendue entre eux. Élise cligna des yeux, incertaine d'avoir bien compris. « À Paris ? » ?»« Oui. » Il reposa sa tasse. Ses mains étaient de calme, mais son regard ne l'était pas. Il y avait là une intensité contenue, presque fébrile. « Pas pour une apparition publique.
Je ne vous demande pas de participer à quoi que ce soit. Je veux juste que vous soyez là, parce que je ne connais plus personne dans ce monde en qui j'ai confiance. Vous m'avez vu sans masque, et vous ne m'avez pas jugé. » Élise se redressa, confuse. « Julien, je ne fais pas partie de votre univers. Je suis une fermière. Je n'ai rien à voir avec des conseils d'administration, des avocats ou des enjeux financiers. » Il secoua lentement la tête. « Ça est justement pour ça. Vous ne représentez rien de tout cela. Vous êtes la seule personne qui ne cherche rien de moi, et j'ai besoin de cela à mes côtés pour traverser ces jours. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis continua. « J'ai passé 5 ans à fuir ce nom, cette famille, ce poids. J'ai vécu avec l'idée que le silence était ma seule issue. Mais vous êtes arrivé, et vous m'avez rappelé que je pouvais encore faire un choix. Pas par devoir, mais par conviction. » Élise sentit son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Pas à cause de Paris, ni du voyage, mais à cause de ce que cela signifiait. Julien, en l'invitant, ne cherchait pas simplement du soutien logistique. Il lui ouvrait une porte, une place dans un monde qu'il n'avait plus voulu fréquenter, et il la liait d'une certaine manière à ce choix de réintégrer ou non une partie de lui-même. Elle prit une profonde inspiration. « Et si je viens ? Qu'est-ce que ça change pour vous ?» Il la regarda avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas encore, un mélange de crainte et d'espoir. « Ça me rappelle que je peux choisir avec qui je veux traverser ce moment, et que je ne suis pas obligé de le faire seul. » Ils restèrent silencieux quelques secondes, chacun pesant le poids de cette conversation. Puis Élise se leva lentement, marcha jusqu'à la table, posa sa tasse. « Très bien, je viens avec vous, mais je veux rester en retrait. Pas de photographe, pas de dîner de gala, pas de discours. » Julien esquissa un sourire. « Il n'y en aura pas. Ce n'est pas ce genre de visite. Et je veux pouvoir partir quand je le décide. » Bien sûr. Ils passèrent les 2 jours suivants à préparer le départ. Julien se montra étonnamment calme. Il appelait des contacts à Paris, organisait des rendez-vous, tout en veillant à ce que rien ne vienne perturber le quotidien d'Élise. Il lui proposa une tenue plus adaptée pour le voyage, qu'elle accepta non sans une certaine gêne. Elle n'avait pas l'habitude d'être assistée, mais l'attention avec laquelle il faisait chaque chose, sans jamais lui imposer un choix, la désarmait. Le jour du départ, ils prirent la route tôt dans une voiture plus confortable que celle de Julien. Elle avait été livrée la veille, un véhicule discret, mais visiblement haut de gamme. Julien conduisait avec assurance, sans musique, les yeux fixés sur l'autoroute. De temps en temps, il lui demandait si elle allait bien, si elle avait besoin de faire une pause. Ils ne parlèrent presque pas du but du voyage. C'était comme si, une fois la décision prise, le plus important était simplement d'avancer. À l'entrée de Paris, le contraste fut brutal. Le bruit, la circulation, les immeubles, les panneaux lumineux, tout semblait hurler après les jours de calme passés à la campagne. Élise resta silencieuse, observant le paysage urbain avec un mélange d'étonnement et de distance. Julien, lui, gardait son calme, comme s'il avait revêtu une ancienne peau qu'il n'avait pas portée depuis longtemps. Ils arrivèrent devant un immeuble haussmannien, sobre mais prestigieux. Un portier leur ouvrit sans poser de questions. À l'intérieur, l'ascenseur était silencieux, luxueux, presque étouffant. Julien appuya sur le bouton du dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, une grande pièce s'offrit à eux. Parquet ciré, meubles modernes, tableaux discrets et une vue panoramique sur la ville. C'était un appartement de fonction, visiblement prévu pour ses séjours parisiens. Élise entra lentement, regardant autour d'elle avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Ce n'est pas chez moi, » dit Julien. « Ce n'est qu'un espace de transition. » Il posa ses clés, puis se tourna vers elle. « Mais j'aimerais que vous soyez ici. Le temps qu'il faudra. » Elle hocha la tête sans répondre. Elle sentait que quelque chose de décisif allait se jouer, et que sa présence, aussi silencieuse soit-elle, ferait partie du choix que Julien s'apprêtait à faire. Le séjour à Paris débuta sous un ciel gris, lourd, comme si la ville elle-même pressentait la tension intérieure que portait Julien. Depuis leur arrivée, Élise avait peu parlé. Elle observait, écoutait, s'adaptait à un environnement qu'elle ne comprenait pas entièrement. Julien, quant à lui, semblait se mouvoir dans ce monde avec une aisance qu'il n'avait jamais montrée dans sa maison de campagne. Il répondait au téléphone avec une voix ferme, donnait des instructions, accueillait des visiteurs dans l'appartement sans jamais perdre le contrôle. Pourtant, malgré cette maîtrise apparente, elle percevait l'effort derrière chaque geste,
Il jouait un rôle qu'il avait abandonné depuis longtemps. Et ce rôle lui coûtait. Le contraste était brutal. Là où la campagne lui offrait des silences propices à l'introspection, la ville imposait son rythme, ses obligations, ses regards. Élise se retrouva projetée dans un univers de tailleurs bien coupés, de serveurs trop pressés, de conversations pleines de sous-entendus. Elle accompagna Julien à 2 déjeuners d'affaires. Dans les 2 cas, elle resta en retrait, spectatrice d'un monde codifié, où chaque mot semblait peser, chaque sourire dissimulait une stratégie. Elle portait une robe qu'il lui avait offerte avant leur départ. Discrète, élégante, simple. Pourtant, elle se sentait déguisée. Ce n'était pas elle. Et plus elle s'enfonçait dans cet environnement, plus elle se demandait ce qu'elle faisait là. Un soir, alors que Julien participait à une réunion privée avec ses frères et un avocat, Élise sortit marcher seule. Les rues du 6e arrondissement étaient animées mais sûres. Elle marcha longtemps, sans but précis, laissant ses pas la guider. Les vitrines des boutiques, les terrasses bondées, les taxis qui klaxonnaient, tout lui semblait lointain, presque irréel. Elle s'arrêta devant un kiosque, acheta une bouteille d'eau et s'assit sur un banc. Un couple passait devant elle, riant, main dans la main. Ce n'était pas son monde. Elle repensa à la ferme, au matin brumeux, au chant des oiseaux, aux mains dans la terre, aux saisons qui dictaient le rythme des jours. Là-bas, elle savait qui elle était. Ici, elle n'était qu'une invitée silencieuse, un témoin discret d'un conflit qui ne lui appartenait pas. Julien avait voulu la voir à ses côtés, mais elle commençait à douter. Sa présence lui servait-elle à l'ancrer ou à fuir ses responsabilités derrière une façade plus humaine? Quand elle rentra à l'appartement, Julien était seul dans le salon, les dossiers empilés devant lui. Il leva les yeux en la voyant. « Tu étais où ?» demanda-t-il doucement. « J'avais besoin d'air. » Il hocha la tête comme s'il comprenait, mais sans insister. Elle s'approcha, s'assit sur le canapé à côté de lui. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle. « Je le suis. Je croyais que je pouvais revenir ici comme si de rien n'était. Mais ce monde ne pardonne pas l'absence. » Elle le regarda longuement. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il n'était pas l'homme qu'elle avait rencontré sous la pluie, ni celui qui avait réparé sa voiture avec patience. Il était redevenu Julien Delacroix, héritier, stratège, homme d'influence. Et cette métamorphose lui coûtait chaque seconde. « Tu penses rester ?» demanda-t-elle. Il la fixa sans répondre immédiatement. « Je ne sais pas. J'ai une obligation morale. Mais je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Et pourtant, une part de moi sait que je pourrais tout reconstruire ici, redevenir ce qu'ils attendent. Mais à quel prix ?» Il détourna le regard. « C'est justement ce que je n'arrive pas à évaluer. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Paris brillait sous les lumières nocturnes, indifférente au dilemme de ceux qui l'habitaient. « Je ne suis pas faite pour ce monde, Julien. Je le sens dans chaque regard, chaque salle de réunion, chaque mot que je n'ose pas prononcer. Je suis invisible ici. Et toi, tu te fonds dans cette ville avec une facilité qui me rappelle à quel point nous sommes différents. » Il se leva à son tour, la rejoignit. « Tu n'es pas invisible. Pas pour moi. C'est ça le problème. J'ai peur que tu recommences à vivre dans ce monde et que je ne sois plus qu'un souvenir, un passage, un refuge provisoire. » Il voulut répondre, mais elle leva la main. « Laisse-moi finir. Je t'ai suivi ici parce que je croyais que tu avais besoin de moi. Et peut-être que c'était vrai. Mais maintenant, je crois que tu dois faire ce choix seul. Si tu choisis de rester ici, de redevenir cet homme, je ne pourrai pas te suivre. Et ce n'est pas un reproche. C'est juste la réalité. » Julien baissa les yeux. Ses épaules se tendirent. « Et si je partais? Si je laissais tout cela derrière? Tu dois le faire pour toi, pas pour moi. Parce que si tu le fais pour moi, tu le regretteras un jour. Et je ne veux pas être cette raison-là. » Il s'approcha, posa sa main sur son bras. « Alors que dois-je faire? Écoute-toi. Ne cherche pas à plaire à ton père disparu, à tes frères, aux actionnaires ou à moi. Demande-toi simplement ce que tu veux, ce que tu peux porter, et ce que tu peux abandonner sans te trahir. » Ils restèrent là, côte à côte, sans un mot. Le bruit de la ville montait comme un écho lointain. Et dans ce silence, Julien comprit que le plus dur n'était pas de décider entre 2 vies. Le plus dur était d'en choisir une en sachant qu'il devrait renoncer à l'autre. Le train traversait les campagnes à toute vitesse, effaçant les paysages dans une succession de teintes vertes et brunes. Élise était assise près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux,
le regard perdu au loin. À côté d'elle, un sac de voyage presque vide. Julien n'était pas avec elle. Elle était montée seule dans ce train du matin, après une nuit sans sommeil dans l'appartement parisien silencieux. Il n'y avait pas eu de dispute, pas de cris, pas même une vraie séparation, simplement un constat partagé, sans larmes ni regrets immédiats. Julien n'avait pas essayé de la retenir. Et elle n'avait pas demandé à rester. Le retour à la ferme fut silencieux, presque mécanique. Les clés étaient là où elle les avait laissées, la maison intacte, le jardin envahi par quelques herbes sauvages qui n'avaient pas eu le temps d'être coupées. Elle déposa son sac dans l'entrée, ouvrit les fenêtres, respira l'air chargé d'humidité et de silence. Le sol sous ses pieds était familier, rassurant, et pourtant quelque chose avait changé. Elle n'était plus exactement la même. Les jours suivants, Élise reprit sa routine. Elle nettoya le poulailler, répara une clôture abîmée, prépara les confitures qu'elle n'avait pas eu le temps de terminer avant son départ. Les gestes revenaient naturellement, comme s'ils étaient inscrits dans son corps. Mais son esprit restait ailleurs. Julien hantait chacun de ses silences. Elle revoyait son regard à la fenêtre, sa silhouette dans les rues de Paris, sa voix pleine d'hésitation quand il avait parlé de son choix. Il lui avait dit qu'il devait réfléchir, qu'il ne savait pas encore ce qu'il ferait. Mais elle savait qu'il devait rester là-bas, même s'il ne voulait pas l'admettre. Chaque soir, elle espérait entendre un bruit au portail, un moteur, une voix. Mais il ne venait pas. Pas d'appel, pas de message. Rien. Comme s'il avait disparu. Comme s'il avait choisi et que ce choix ne l'incluait plus. Le 5e jour après son retour, alors qu'elle arrosait le potager, elle vit la voiture du facteur s'arrêter devant sa maison. Une enveloppe beige, épaisse, avec son nom inscrit à la main. Elle la prit, la retourna plusieurs fois, la pressa entre ses doigts. Elle savait d'où elle venait. Elle l'ouvrit lentement, les doigts tremblants. À l'intérieur, une lettre et un document officiel avec un plan cadastral. Elle lut d'abord la lettre. « Élise, je ne savais pas comment te dire ce que je devais faire. Alors j'ai préféré agir en silence. Tu m'as offert un regard différent sur moi-même. Tu m'as vu dans ce que je suis, et non dans ce que je représente. Je ne l'oublierai jamais. Tu m'as dit que je devais faire un choix pour moi, je l'ai fait. Mais ce choix inclut aussi quelque chose que je veux te transmettre. Pas pour te convaincre de revenir, pas pour t'acheter, mais pour reconnaître ce que tu représentes. Tu trouveras ci-joint les papiers d'une cession de terrain. Une partie de mes terres, celles que je n'ai jamais exploitées, sont désormais à ton nom. C'est peu, et pourtant, c'est ce que j'ai de plus vrai à offrir. Je ne viendrai pas frapper à ta porte. Je ne veux pas m'imposer. Mais si un jour tu veux me revoir, tu n'auras qu'à dire un mot. Un seul. Je t'entendrai. Julien. Elle relut plusieurs fois la lettre, chaque mot résonnant comme une présence silencieuse dans la maison vide. Les papiers étaient bien là, officiels, signés. Elle possédait désormais une parcelle de terre rattachée au domaine de la Croix, une terre qu'elle pourrait cultiver, revendre ou laisser en jachère. Mais surtout, une preuve que Julien n'avait pas simplement disparu. Il avait agi avec cette discrétion précise qui le caractérisait. Il avait donné sans attendre de retour, sans bruit. Elle posa la lettre sur la table, alla chercher un manteau, sortit dans le jardin. Le soleil commençait à descendre, enveloppant les champs d'une lumière chaude. Elle marcha jusqu'à l'entrée du terrain, passa la clôture, observa les limites de la parcelle. Elle imaginait déjà les rangées de légumes, les arbres fruitiers qu'elle pourrait planter, le puits à réhabiliter. Ce serait du travail, beaucoup de travail, mais elle en avait l'habitude. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle relut la lettre plusieurs fois, en silence. Les phrases tournaient dans sa tête. « Si un jour tu veux me revoir, tu n'auras qu'à dire un mot. » Elle n'avait jamais été une femme de mots inutiles. Elle savait que ce genre d'invitation n'était pas à prendre à la légère. Mais elle savait aussi que certaines présences ne se remplacent pas. Le lendemain, elle se leva tôt, attacha ses cheveux, prit son manteau et sortit de la maison sans bruit. Elle laissa un mot sur la table, pour elle-même, griffonné sur un vieux morceau de papier. « Je reviens ». Elle marcha jusqu'au portail, le franchit et prit la direction de la route qu'elle connaissait bien. Celle qu'elle avait suivie sous la pluie, le jour où sa voiture était tombée en panne. Celle qui menait à cette maison perdue entre les arbres, là où tout avait commencé. Elle marchait sans hésiter, le cœur battant plus fort à chaque pas. Julien avait laissé la porte ouverte, au moins symboliquement. À elle, désormais, de décider si elle voulait la franchir à nouveau.
Le vent soufflait doucement entre les branches basses des peupliers bordant le chemin de terre. Élise avançait à pas réguliers, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'horizon qu'elle connaissait par cœur. Chaque pas la rapprochait d'une maison qu'elle n'avait pas revue depuis des semaines, d'un seuil qu'elle avait franchi une première fois sous la pluie, épuisée, perdue, sans rien savoir de l'homme qui se trouvait de l'autre côté. Aujourd'hui, c'était différent. Elle savait exactement qui il était, et elle savait exactement pourquoi elle marchait vers lui. La maison apparut entre les arbres, toujours aussi discrète, toujours aussi immobile. Le jardin semblait intact, le banc sous le vieux cerisier toujours à la même place. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant, tout semblait différent. Comme si l'air lui-même portait une attente silencieuse. Élise s'arrêta devant le portail en fer forgé. Elle posa la main dessus, le fit doucement grincer. Le son la traversa comme un souvenir précis. Elle n'hésita pas. Elle le poussa, entra, ferma derrière elle. La cour était vide, mais les volets étaient ouverts. La lumière filtrait par les fenêtres du salon. Elle avança, le cœur battant. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait le temps de frapper. Julien était là, debout dans l'encadrement, vêtu simplement, les manches retroussées. Il n'avait pas l'air surpris. Ses yeux se posèrent sur elle avec une intensité calme, sans éclat dramatique. Il ne sourit pas tout de suite, mais son visage s'adoucit. Il fit un pas de côté, laissant la porte grande ouverte. « Je t'attendais », dit-il. Élise entra sans un mot, son regard balayant la pièce comme pour s'assurer que rien n'avait été effacé, que tout était encore là. Le fauteuil, la lampe, la table, les livres, tout était exactement à sa place. Julien referma la porte derrière elle. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était plein, d'un contenu que ni l'un ni l'autre n'avait besoin de nommer. « Tu es venu seul ?» demanda-t-il. « Oui, je n'ai prévenu personne. » Il hocha doucement la tête. Il l'invita à s'asseoir, mais elle préféra rester debout, face à lui. « Tu as reçu ma lettre ?» dit-il. « Je l'ai lue plusieurs fois. J'ai vu les papiers. Je n'ai pas su comment te remercier. Ce n'était pas un geste pour être remercié. C'était juste ce que je devais faire. » Un silence s'installa. Julien s'approcha lentement, s'arrêta à une distance respectueuse. « Je ne suis pas resté à Paris, murmura-t-il. J'ai signé ce que je devais signer, puis j'ai transféré mes parts à mes frères. Je leur ai laissé tout le reste. Je n'avais rien à y faire. Pas comme eux. J'ai compris que le seul endroit où j'avais envie d'être, c'était ici. Et tu es revenu ? Le jour où tu es parti. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête, le souffle retenu. « Pourquoi ne pas m'avoir écrit ? Pourquoi attendre ? Parce que tu avais besoin de silence, et parce que je devais être sûr de ne plus attendre de réponse des autres pour faire mes choix. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre de mon nom, ni dans l'attente de ce que toi tu déciderais. Je voulais te laisser libre, libre de venir ou pas, libre de rester ou pas. » Élise s'approcha, enfin. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle leva les yeux vers lui. « Et si je reste ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il tendit la main qu'elle prit sans hésiter. « Alors je saurai que j'ai choisi la bonne vie. » Ils sortirent tous les deux sur le perron. Le vent avait cessé. Le ciel était clair, et la lumière du soir dessinait des ombres douces sur les pierres de la cour. Ils marchèrent côte à côte vers le champ derrière la maison. La terre était meuble, fraîchement retournée. Julien s'était remis au travail. Il montra du doigt un carré délimité. « J'ai planté des figuiers ici. Je ne sais pas s'ils prendront, mais j'essaie. »« Tu apprends vite, dit-elle en souriant. J'ai eu un bon exemple. » Ils continuèrent à marcher, lentement, en silence, jusqu'à la limite du terrain, là où la forêt commençait, là où les souvenirs s'étaient construits. Aucun mot ne fut nécessaire. Le temps passé loin l'un de l'autre n'était pas perdu. Il avait été nécessaire pour comprendre, pour choisir, pour revenir. Julien s'arrêta, se tourna vers elle. « Je n'ai plus peur maintenant. Pas de toi, pas de moi, pas de ce que je laisse derrière. Je sais ce que je veux construire. Et moi, je sais où je veux le faire, » répondit-elle. Ils restèrent là, dans le silence du crépuscule, entourés par les sons familiers de la campagne. Le vent dans les arbres, le cri lointain d'un oiseau, le bruissement des feuilles sèches au sol. Il n'y avait plus de ville, plus d'entreprise, plus de fortune. Juste un homme et une femme, debout côte à côte, sur une terre qu'ils avaient choisie. Ce n'était pas une fin.
Ce n'était pas un début spectaculaire, c'était un enracinement, une décision tranquille, un amour simple, bâti sur la patience, la vérité et la volonté de ne pas fuir, loin des salons de Paris, loin des regards des autres, là où les choses poussent lentement mais durent longtemps.